Alors, je pense qu'on va pouvoir doucement mais sûrement commencer. Donc bonjour à tous, bienvenue au webinaire co-organisé avec entre Omni et Pollen, où Thibaut de chez Pollen va nous présenter son retour d'expérience sur la mise en place d'Omni par son équipe data dans son entreprise. Peut-être pour les personnes qui sont pas familiers avec Omni, et avant que je passe la main à Thibaut, Omni, on est une nouvelle solution de BI, d'intelligence décisionnelle et d'IA analytique. Euh, pour la petite histoire, on a été créé par l'équipe fondatrice de Looker, Looker étant l'outil BI qui fait maintenant partie de GCP et par un des créateurs de DBT. Donc une solution en pleine croissance à l'international et en particulier sur le marché français. On a la chance de collaborer, de travailler avec Pollen, qui va aujourd'hui vous raconter son histoire. Bien entendu, via les slides de Thibaut, vous allez pouvoir comprendre un petit peu les grandes lignes du fonctionnement d'Omni. Bien entendu, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure sur le chat. Et si certains d'entre vous sont intéressés pour découvrir davantage la solution, on pourra en rediscuter à l'issue de ce webinaire et pourquoi pas organiser des présentations personnalisées, entreprise par entreprise, que vous puissiez découvrir la solution en plus de détails. Thibaut, je te laisse le microphone virtuel. Merci pour ce microphone virtuel. Donc du coup, oui, c'est exactement ça. Donc moi, je vais raconter le début de mon histoire avec Pollen. Donc du coup, pas spécialement Omni, mais Omni a quand même une belle part parce que c'est quand même l'outil qui est exposé à tout le monde dans l'entreprise. Les gens d'ailleurs pensent qu'on travaille qu'avec Omni alors qu'il y a quand même pas mal de choses derrière. Mais Omni fait la data vise et un peu plus. Donc c'est comme a dit Quentin, c'est là ce webinaire qui est co-organisé par Omni. Donc vous inquiétez pas, ils ont ni modifié les slides ni l'histoire que je vais raconter. Ils ont juste aidé à organiser pour que ça se passe bien, pour que là ça fonctionne, pour que le microphone virtuel fonctionne au top. Et donc là, le but de ce webinaire, c'est vous montrer ce qu'on a mis en place pour réussir à rendre autonome tous les départements de l'entreprise avec la donnée, qui est notre but numéro un en tant qu'équipe data chez Pollen. Donc, ça va se faire en plusieurs parties. Au début, je vais raconter qu'est-ce que Pollen, parce que tout le monde ne connaît pas forcément Pollen. Dans quel contexte je suis arrivé, donc quel genre d'entreprise c'est, est-ce que c'est technique, pas technique, comment faisaient les gens avant, les différents choix qui étaient devant nous, quel choix on a choisi et pourquoi. Et à la fin, notre utilisation d'Omni et pour aller plus loin, ce qu'on compte faire par la suite. Donc, j'espère que ça va susciter de l'intérêt chez vous. Et si vous avez des questions ou par exemple des remarques pour qu'on n'a pas fait autre chose, je serais extrêmement ravi. Ça pourrait possiblement m'aider également. Donc du coup, je commence. Déjà, qu'est-ce que c'est que Pollen Pollen, c'est une entreprise que j'ai rejoint en septembre 2025. Donc ça fait un peu moins d'un an. Donc ça fait, soit c'est pas beaucoup, ça c'est beaucoup, ça dépend du point de vue. Ça passe très vite, mais c'est quand même pas beaucoup pour moi mettre en place plein de choses. Mais du coup, en termes de contexte, Pollen, c'est quoi comme entreprise? Pollen, c'est une marque française de maroquinerie de luxe accessible de par le prix. Les sacs sont environ à 400 euros et de luxe par le savoir-faire. C'est-à-dire que on a absolument tout qui est internalisé et avec un niveau d'exigence élevé comme le veut le secteur du luxe. Quand je dis tout, c'est-à-dire que de la production des sacs, de la production des sacs en passant par l'entièreté de la chaîne logistique à la vente, soit digitalisée sur nos sites internet qui sont gérés par Shopify ou dans nos boutiques physiques qui sont des lieux dans des très belles villes et des très beaux magasins. Peut-être que ceux qui sont en France, vous connaissez peut-être ceux des Champs-Élysées ou de Richelieu ou pas. Donc ça, c'est pour le contexte plutôt qu'est-ce que c'est que Pollen, qu'est-ce qu'on vend, etc. Et en termes business, Pollen, c'est une entreprise qui est plutôt jeune ou pas jeune. En tout cas, elle aura 10 ans cette année. Elle a connu une hyper croissance, donc une croissance à 3 chiffres en plusieurs années consécutives. Là, la croissance a un peu diminué ces dernières années. C'est un peu normal parce que quand on atteint des gros chiffres, c'est difficile de garder une croissance à 3 chiffres. Tout le monde n'est pas anthropique, malheureusement, quand on en parlait juste avant avec Quentin. J'ai pas le droit de divulguer le chiffre, mais si vous faites des petites recherches, vous pouvez avoir un ordre de grandeur sur la grandeur l'ordre de grandeur des chiffres de Pollen. Donc, en résumé, Pollen, c'est une entreprise qui est déjà bien en place, même quand je suis arrivé, qui a été victime de son succès avec une grosse croissance. Donc, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires a explosé
alors que les process n'ont pas forcément tous suivi, et notamment sur la data, gestion de la donnée, etc. Et également, quelque chose que j'ai pas dit, c'est une entreprise qui a une culture qui est vraiment pas tech. C'est-à-dire que la data est arrivée très tard. Arrivée au bout de 9 ans, c'est quand même un peu tard. Il y avait pas mal de besoins de données et les différents départements ne s'en rendraient pas forcément compte. Maintenant qu'on est arrivé, ils se rendent compte que la donnée, c'est bien. Et donc, j'arrive dans ce contexte. Bien sûr, j'arrive dans ce contexte d'une entreprise pas tech et où les gens ont quand même besoin de données. Le problème n'a pas du tout attendu que j'arrive pour avoir des chiffres. Bien entendu, il savait plein de choses sur les différents départements, sur le chiffre d'affaires, etc. Comme la nature déteste le vide, ce qui n'est pas vrai parce que la matière est constituée de vide, c'est bizarre de dire ça, les équipes ont quand même trouvé des solutions pour avoir les chiffres. Donc, tout le monde se débrouille parce qu'il faut faire les choses. Et quand il faut faire les choses, les gens trouvent des solutions. Donc, comment faisaient les équipes avant? Donc, il y avait des initiatives individuelles dans chaque équipe. Donc, chacun avait ses propres outils. Sur les différents outils, les personnes faisaient des exports des outils. Et ils avaient des fichiers, soit des Excel, soit des CSV. Et donc, ils consolidaient ensuite toutes ces données, dans le pire des cas sur des Excel, dans le meilleur des cas sur des spreadsheets. Et ils arrivaient à sortir des choses pour avancer et pour faire leur travail, tout simplement. Sur notre source de données principale, on était un peu plus industriel, mais pas non plus state of the art. Donc, notre source de données principale, c'est Shopify. Pourquoi c'était Shopify? Parce que sur Shopify, on a toutes les données de vente, donc que ce soit en magasin ou que ce soit en digital. On a également tous les stocks. Donc la finance, elle est contente avec les stocks et les ventes. Ils peuvent déjà faire plein de choses. Et donc, qu'est-ce qu'on avait pour cette source de données principale? On avait un prestataire qui avait réalisé une ingestion sur une base SQL en propre, donc une base Azure, si vous voulez le détail. Et dessus, différentes équipes avaient branché des Power BI pour pouvoir représenter les données. Donc, ça fonctionne. Mais il y a des écueils qu'on connaît tous, notamment s'il y a un problème au niveau de l'ingestion, comme ça nous est déjà arrivé, pour régler le problème et pour avoir de nouveau le chiffre à jour, il faut attendre plusieurs semaines pour que le problème soit réglé parce qu'on n'a pas la connaissance en interne, parce qu'on ne sait plus comment ça marche, etc. C'est pas possible d'avoir une nouvelle feature, des nouveaux champs, donc c'est quelque chose qui a gravé dans le marbre, on ne peut pas changer. Et aussi, on a un classique écueil qu'on a souvent en DataVis. Plusieurs personnes veulent représenter le chiffre d'affaires, donc plusieurs personnes font les dashboards. On n'a pas le même chiffre sur les différents dashboards. Du coup, on a un peu moins confiance dans les données, on ne sait pas lequel est bon. À l'usage, on se dit, c'est celui de la finance qui est bon, vu qu'ils nous font plus éprouver que les autres. Mais on s'arrête là. Et donc, dans ces contextes, du coup, j'arrive en tant que première personne de l'équipe data. Notre but, c'est exactement le même que ce qu'ont fait toutes les équipes, c'est rendre les opérationnels autonomes. Donc, s'ils ont fait ces exports de données, etc., c'était pour être opérationnel. Nous, notre but, c'est les aider à être autonomes. Il y a différentes façons de le réaliser. Et donc, il y a différentes façons de le réaliser. Donc, ce qu'on aurait pu faire, donc là, j'ai fait une slide un peu ironique pour tirer le trait de ce qu'on aurait pu faire et ce qu'on n'a pas fait. On aurait très bien pu imaginer garder tout ce qui a déjà été construit, garder toutes les initiatives à gauche, à droite, et juste se dire, maintenant, on a une équipe data, on est plus fort en SQL, on est capable de délivrer plus de dashboards, on arrivera à faire plus de choses, et donc on va délivrer plein de dashboards. Et on sait tous que la GenAI est arrivée, qu'elle produit des résultats qui sont bluffants. Je pense qu'on utilise quasiment tous au quotidien. Et une fois qu'on aura plein de dashboards, on mettra une IA dessus. On ne sait pas encore laquelle, on ne sait pas encore quoi, mais l'IA va faire le travail et elle va répondre à plein de questions. Et ça sera fini. On sera même une AI compagnie et on aura fini le travail. Malheureusement, c'est pas si simple. Avec des fondations moins solides, on aurait des limitations techniques. Notamment, en fait, si on n'a pas un process clair sur récupération de données, une centralisation, on aurait des problèmes techniques à gauche, à droite, de maintenance, de scalabilité. Si on est sur des bases, on aurait eu des requêtes lentes ou bloquées parce que la base, c'est bref, on a eu plein de problèmes. Également, pour mon équipe data, j'aurais eu un peu de mal à vendre les projets parce que le travail est très opérationnel de répondre aux questions des différentes personnes, à créer des dashboards, à réparer ce qui existe déjà avec des systèmes qui ne sont pas state of the art. Donc j'aurais eu des soucis de rétention d'équipe, je pense. Et également,
comme on l'a pas fait, c'est juste mon opinion personnelle. Je pense que si on a plein de dashboards qui disent des choses différentes et qu'on en a un nombre qui est vraiment non négligeable, on aurait halluciné at scale. Donc l'IA aurait toujours répondu des choses, elle aurait été extrêmement fière d'elle. Mais par contre, on n'aurait pas eu forcément les chiffres qu'on pensait avoir. On aurait posé une question avec pour idée, ok, moi je pose ça et donc il va comprendre ça. L'IA va répondre un chiffre, mais avec un autre contexte. Du coup, on n'a pas fait ça. On a fait quelque chose qui est extrêmement classique, qui va étonner absolument personne ici. On est reparti sur ce qu'on appelle une moderne data stack. Ça fait 15 ans que la moderne data stack est sortie, donc c'est plus si moderne que ça. C'est plus les autres qui sont des legacy data stack. C'est pas le sujet. Donc nous, dans le contexte de Pollen, notre objectif, c'était vraiment de déployer au plus vite quelque chose de fonctionnel, pour plusieurs raisons. Déjà, comme je vous l'ai dit, personne n'était que chez Pollen. Donc si on avait fait des choses nous-mêmes parmi cette stack, je pense notamment à l'ingestion, si on s'était efforcé d'absolument tout faire nous-mêmes, déjà, ça aurait impressionné absolument personne. Comme personne n'est tech, personne ne se rend compte de la difficulté ou de l'intérêt. Également, comme le business il est très avancé et qu'on arrive un peu en retard de phase, faire des économies de coûts, c'est un peu plus loin dans les priorités. Donc, l'important, c'est vraiment de pouvoir tacler les sujets qui apportent le plus d'argent. L'entreprise est là pour faire de l'argent et donc, nous, on les aide à faire ça. Mais par contre, il faut pas se bloquer avec une solution sur laquelle on ne pourra pas en sortir plus tard si un jour les coûts venaient à exploser ou si, pas être vendeur lock-in sur une solution qui serait absolument maître de faire x10 sur les prix qu'on n'aurait pas moyen de sortir. Donc là, j'ai l'impression qu'on est plutôt pas mal. Je vais rentrer en détail sur chacun des outils et expliquer pourquoi on les a choisis. Donc déjà, pour l'ingestion, on a voulu se faire simple et on atterrit avec 3 outils d'ingestion. Donc de base, on s'était dit Airbag Cloud, c'est bien parce que on a juste à cliquer sur une source, une destination, les données arrivent, ça fonctionne, c'est très bien. Et c'est beaucoup moins cher que Fivetran, sauf qu'ils n'ont pas le même catalogue de connecteurs, que parfois, en fait, celui de Fivetran, il fonctionne mieux. Donc très vite, on a eu cette dualité, avec en priorité Airbyte pour des raisons de coût, et donc si ça fonctionne, c'est très bien. Sinon, Fivetran. Et sinon, on a aussi quelques données qu'on doit récupérer, on a vraiment besoin d'être plus flexible. Et donc pour ça, on a des custom Python job avec DLT. Donc par exemple, pour des données qui sont sur des SFTP, on a des transporteurs qui nous donnent des données sur des SFTP. On a des partenaires un peu niches qui ont pas des connecteurs qui sont disponibles. Donc en fait, c'est important qu'on puisse être agile et qu'on puisse récupérer des données où qu'elles soient. Donc pour la transformation, DBT, c'était pas une grosse question vu que c'est le gros standard de l'industrie et surtout en France. Donc pour recruter, etc. Donc DBT, c'était plutôt un no-brainer. On a pris la version gratuite parce que l'orchestration, nous, on la gère dans un orchestrateur. Et l'orchestrateur, ça nous permet d'être un peu plus agile. Ça permet de gérer des jobs SQL, des jobs Python, et puis et même des jobs Python qui nécessitent d'embarquer des packages un peu spéciaux, etc. Pour le Data Warehouse, j'avais hésité entre deux. Le but, c'était d'avoir quelque chose de plug and play. Donc, vraiment, on lui demande exécute ça, s'il te plaît. Et il répond oui, pas de souci. Et il t'envoie la facture à la fin. Et pour ça, j'avais hésité entre BigQuery, avec lequel j'avais déjà travaillé et qui est extrêmement plug and play, et Snowflake, qui est quasiment aussi plug and play. Et bon, mis à part choisir une taille de warehouse, la complexité va pas beaucoup plus loin. Mais comme j'avais vraiment envie au fond de moi de pouvoir faire des select étoiles limite 1 sans payer des milliers d'euros, on a choisi Snowflake. Voilà. Donc ça s'est limité à ça. Et pour l'instant, aucun regret, ça fonctionne sans souci. Et j'ai aucune question pour eux. DataVis, on avait besoin d'un outil de DataVis pour exposer les données. Et donc, quand on parle de data à quelqu'un, il pense tout de suite à faire des courbes à la DataVis. Donc, on a besoin d'un outil de DataVis pour représenter les données. Pourquoi Omni on va creuser un peu ce sujet dans les slides suivantes, donc je ne vais pas tant creuser ici. Mais déjà, ça faisait un petit moment que j'en entendais parler, que je suivais un peu le sujet. Leur set de features, pour moi, avait déjà rejoint celui des concurrents du marché. Et surtout, pour moi, ils ont mis en place des fondations qui font qu'on peut avoir une IA qui fonctionne. Et donc, pourquoi on a mis en place tous ces outils plutôt que pas tous ces outils? En réalité, je suis un peu d'accord avec ce que dit Snowflake
dans ses présentations marketing, mais je pense que c'est vrai. Donc, le There is no AI strategy without a data strategy. Et donc le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose enfin, d'avoir des fondations solides pour ensuite mettre une cerise sur le gâteau, plutôt que mettre une cerise sur un gâteau pas cuit. Et pourquoi tous ces outils en particulier? Parce que je trouve que ça répond à nos besoins de chez Pollen. Chez Pollen, on a des besoins, on a besoin de scaler, on a besoin d'avoir des tables qui font quelques millions de lignes, qui peuvent même aller jusqu'au milliard de lignes si on parle des données de trafic. Mais on sait qu'on sera jamais YouTube, on sait qu'on sera jamais Bouygues Télécom, on n'aura jamais des pétaoctets de données de vente. Et donc, de là à faire casser Snowflake, on est très large. Je pense qu'on a quelques millénaires devant nous de données de vente avant que ça casse. Donc c'est très bien. Donc en fait, on a pris le plus simple possible sous contrainte de ça va fonctionner dans X années. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi cette stack. Voilà, donc là, comme promis, petit zoom sur Omni. Et pourquoi on a choisi Omni? Alors, déjà, Omni, ça permet de faire tout ce qui est extrêmement classique pour un outil de data visualisation. Donc, d'avoir une solution qui est intuitive, qui permet de représenter les données, d'avoir différents charts, ceux qu'on connaît, faire des courbes, faire des diagrammes en barre, etc., des funnels, plein de choses. Et également, quand on parle de data vis, on a toujours en tête les deux gros écueils qu'on a sur les outils de data vis. Donc, un dont on a déjà parlé, qui est avoir plusieurs dashboards qui parlent de la même chose, mais qui montrent des chiffres différents. Et le deuxième, qui est une prolifération de dashboards, mais la plupart sont morts parce que c'était une question one-shot. En toute transparence, j'ai choisi Omni que pour le premier point, mais au final, grâce à leur nouvelle feature, ça répond au deuxième point aussi. Donc, sinon, on aurait trouvé autre chose, mais là, du coup, on est content. Donc, pour le premier point, pour le point de base de la data vise, qui est de représenter les données de manière simple, intuitive. Donc là, j'ai donné des exemples. Là, vous pouvez prendre des screenshots. J'ai mis des filtres absolument absurdes sur les données. Donc, vous n'aurez aucune information sur Pollen en regardant ces données. Donc, ça permet de faire des visualisations classiques. Donc là, la première, le chiffre d'affaires année après année, mois par mois, avec des couleurs, savoir c'est mieux, moins bien. Et le deuxième, c'est juste des courbes. Mais comme vous pouvez voir, c'est très bien customisable. Là, la seconde courbe, elle s'insère parfaitement bien dans ces présentations. On dirait vraiment que c'est fait avec Google Slides, mais pas du tout. C'est vraiment un screenshot d'Omni. C'est juste que c'est les mêmes couleurs. On a mis le thème Pollen pour les slides et sur Omni. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça fait le travail d'un outil de database classique, qui est quand même pas mal. Aussi, il y a souvent dans des équipes des power users. Donc, des personnes qui disent « Ah, mais en fait, j'aimerais bien faire mon propre chart, je saurais comment le faire sur Excel. » Ça tombe bien. Tu sais comment le faire sur Excel, fais-le avec Excel sur Omni, parce que Omni a implémenté des fonctions d'Excel pour être capable de travailler les données et ensuite de les représenter. Donc, pour être tout à fait honnête, toutes les fonctions Excel n'ont pas été implémentées sur Omni, mais les plus grandes classiques comme les SUMIF ou même les XLOOKUP entre différents tableaux existent et permettent de récupérer des données. Et très souvent, ça suffit. Donc là, c'est encore un graphe absurde, c'est le nombre de ventes le jour de mon anniversaire par dernière lettre du prénom. Voilà, c'est absurde, mais on est capable de le faire quand même. Thibaut, tu parles de profil qui aime bien les formules Excel. Il y avait une question dans le chat et je te laisse y répondre soit maintenant, soit dans les prochaines slides en fonction de ce qui est pertinent pour toi. Il y avait une question de Océane. Quels sont les utilisateurs d'Omni aujourd'hui? Vous indiquiez ne pas être dans un environnement tech. Est-ce possible d'être un utilisateur métier et d'utiliser Omni? Oui, alors effectivement, je pense, dans 3 slides, on va vraiment répondre à cette question. Parce que là, tout ce que je montre, c'est un outil de database classique. Un outil de database classique, quand on est métier et pas du tout tech dans une entreprise pas tech, rien qu'à d'aller sur l'interface, c'est un peu repoussant. Au grand maximum, si les gens font un effort, ils vont regarder les dashboards et même utiliser les filtres, ils vont dire non, c'est déjà un peu trop. Donc pour l'instant, ça répond pas à cette question, mais
Mais on y répondra plus tard dans les slides, oui, c'est prévu. Et en fait, ouais, on a eu un win sur cette partie-là, parce que de base, on pensait que Omni, il y allait juste avoir les chefs d'équipe qui, en fait, qui doivent, de par leur fiche de poste, avoir accès aux données, regarder les données, qui allaient accéder à Omni. Au final, pour spoiler, au final, avec toutes les fondations qui sont sur Omni, on a été capable d'utiliser le chatbot d'Omni qui fonctionne très bien et les personnes peuvent répondre. Mais là, du coup, on en parle un peu plus tard. Donc là, on parle de la slide, quasiment la slide la plus importante, en fait, quasiment les fondations d'Omni. Donc là, vraiment le cœur du sujet sur lequel est construit Omni, et c'est pour ça que pas mal de choses fonctionnent. Donc ça permet, à la base, je pense, dis-moi si j'adore Quentin, que ça a été créé pour répondre à la problématique ancestrale de différents dashboards qui parlent de la même chose, mais qui disent pas la même chose. Donc l'idée de créer un modèle sémantique. Le modèle sémantique, c'est quoi? Comme écrit sur la slide, c'est une documentation plus dire comment les tables elles se joignent entre elles, en data comme on ingère les données, un peu comme des bourrins. On ne peut pas avoir de clé primaire, clé étrangère, parce que sinon il y aurait tout le temps des problèmes de en fait cet ID existe mais n'existe pas dans la table, etc. Et un concept qui existait déjà chez Looker et qu'ils ont remis chez Omni, c'est le concept de topic. Le concept de topic qui est une façon de rentrer dans un angle d'analyse. Donc là, c'est un peu flou comme ça. Façon de rentrer dans un angle d'analyse. Par exemple, si on veut avoir une réponse sur les commandes, on va dans le topic commande. Si on veut une question sur un client, on va dans le topic client. Sauf que dans le topic commande, bien sûr, il y a des informations sur les clients. Topic client, il y a des informations sur les clients, mais aussi sur les commandes qu'il a faites, etc. Mais elles sont déjà préparées par la data. On a déjà le set de tables qui est préparé et on sait quelles tables vont se joindre à quelle autre pour donner les réponses. Donc, honnêtement, moi qui étais, avant d'arriver chez Pollen, j'étais un peu un boomer de la data viz. Donc, ça m'a pris bien 2 semaines pour pas être frustré, de pas faire tout ce que je pouvais faire en SQL, de voir rentrer dans toute la modélisation qui était nécessaire pour faire fonctionner l'outil. Pour faire fonctionner l'outil. Quand je dis qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut en SQL, en vrai, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire des requêtes SQL et requêter le data warehouse, mais c'est pas du tout la philosophie. Genre, c'est possible d'aller dans un grec et commander un grec sans viande. C'est pas l'esprit du lieu. Donc là, c'est la même chose. On peut requêter son data warehouse en direct, mais on va perdre pas mal de fonctionnalités. Ce qui me frustrait aussi pour que ça fonctionne, c'était de devoir distinguer les dimensions et les métriques. C'est-à-dire que sur Omni, il lit ce qu'il y a ce qu'on expose sur le data warehouse. Et ensuite, il considère que tout est des champs, tout est des dimensions. Il faut lui dire, non, en fait, ça, c'est une métrique, ça, c'est pas une dimension, ça, c'est une métrique, c'est une métrique. Et pour chacune des métriques, dire comment elle s'agrège, si c'est un count distinct, un sum, etc. Donc, on définit tout une seule fois, donc ce qu'on appelle la métrique layer. Et ça répond déjà à la première problématique, c'est de ne pas avoir plusieurs différentes vérités sur un même dashboard. Parce qu'une fois qu'on a défini cette métrique layer, donc par exemple, nous, on a une problématique sur qu'est-ce que c'est que le panier moyen. Sur le panier moyen, est-ce que sur le panier moyen, on doit prendre en compte ou non les discounts? Est-ce qu'on va prendre ou non en compte les remboursements? Qu'est-ce qu'on met au dénominateur? Est-ce que les commandes qui ont été annulées, on les prend en dénominateur ou pas? Toutes ces questions qui sont légitimes à se poser, on se les pose une seule fois, on écrit la définition entre nous pour que tous les métiers soient d'accord, donc sur Notion ou sur ce qu'on veut. Alors on se serre la main en disant c'est ça la définition. Et ensuite sur Omni, on écrit la définition une seule fois. Ensuite, on a notre métrique panier moyen et pour sortir un panier moyen qui est différent de celle qui a été définie une fois, c'est difficile. On peut le faire, mais il faut forcer, quoi. Donc voilà ce que nous demande de faire Omni pour que ça fonctionne. Également, un truc qui fait que ça fonctionne mieux, c'est la documentation. Ce qui est bien, c'est que toute la documentation, elle est directement synchronisée depuis DBT. Pas besoin d'avoir DBT payant. Nous, on a DBT gratuit et ça se synchronise très bien depuis le repo Git. Pour l'instant, on l'a pas imposé par CI, mais on se l'est dit entre nous que on n'a aucun
aucune table qui a un champ non documenté. S'il y a un champ non documenté, pendant la peer review, on dit non, ce champ n'est pas documenté, j'ai besoin de savoir ce que c'est. Et ensuite, nous, ce qu'on expose sur Omni, on expose vraiment juste, on sélectionne juste un set de tables qu'on souhaite exposer. Donc nous, c'est la couche Mart. Donc je vais faire un petit aparté pour expliquer comment on a réglé notre DBT. Donc on a, comme tout le monde, je pense, source. Donc toutes les, je suis même pas sûr qu'on puisse changer de nom. Toutes les sources qui arrivent, les tables brutes. On a ensuite la table, la couche staging avec où on caste les champs, on renomme les champs et où les valeurs, parfois des valeurs, parce que on a des sources de données où les valeurs sont en chinois et en staging, c'est quand même mieux de les traduire en anglais pour qu'on puisse comprendre, nous. On a une layer qui s'appelle build, qui est optionnelle au cas où on a besoin d'avoir des tables helpers qui sont utiles pour construire de tables par la suite. Comme ça, on ne mélange pas avec staging et la suite. Et ensuite, notre, entre guillemets, dernière layer, c'est curated. C'est toutes les tables qui sont business ready, qui ont du sens à être requêtées, nous, si on va sur Snowflake directement. Donc j'ai dit que curated, c'était la dernière, mais en fait, celle qu'on expose, c'est la couche Mart. Et donc Mart, c'est juste une sous-sélection de tables curated où on sélectionne les champs. Par exemple, on enlève tous les champs timestamp qui sont également castés en date, parce que sur Omni, ça n'a aucun sens. On peut choisir si on veut le timestamp par date, par semaine, etc. Ça sert à rien d'avoir des champs qui sont précalculés sur ça. Donc maintenant, là, on a nos métriques qui sont bien définies, on a les champs qui sont bien documentés. Mais comme c'est un peu le bazar, il faut dire comment les tables se croisent en elles. Donc ça, il faut qu'on réécrive sur Omni comment on fait pour croiser toutes les tables entre elles. Comme ça, Omni est capable de plein de choses, est capable de ensuite créer les différents topics pour dire ok, tu me dis que c'est toutes ces tables-là, mais donc maintenant que je sais comment elles se croisent entre elles, tu as juste à cliquer sur les champs et je te fais les jointures. Et là, du coup, on est pas mal. Et là, on est pas mal. J'ai déjà. On a une petite question dans le chat de Salah. Pourquoi utiliser Omni pour définir votre semantic layer et pas utiliser les semantic views avec Snowflake? Eh bien, je m'attendais à cette question. Eh bien, je m'attendais à cette question. C'est vrai que conceptuellement, c'est plus élégant de se dire on met le plus en amont possible le modèle sémantique. Parce que si c'est plus en amont, on peut servir plus de choses en aval. Sauf que là, dans notre contexte, pour l'instant, nous, on a juste Omni en aval. Et ça nous permet d'être beaucoup plus flexible et plus agile sur c'est quand on développe. Par exemple, on est en train de faire un dashboard sur les performances des produits. On se dit, ah mince, il nous manque quelque chose. Et on repart pas sur tout un cycle de remonter, faire une PR pour la semantic layer dans Snowflake, etc. On peut le faire en live dans le dashboard, changer et le rajouter. En fait, ça nous permet d'être beaucoup plus agile. Donc, si un jour, on rachète plein de boîtes qui ont plein d'outils de database qui sont compatibles avec les semantic view de Snowflake, parce il y a aussi cette condition que si on a du Metabase self-hosted, par exemple, c'est pas compatible, il faudrait faire des petits hacks. On sera peut-être amené à mettre un peu plus en amont notre semantic view. Mais ce qui est bien, c'est que je me sens pas du tout vendor lock-in parce que on peut synchroniser Omni sur un Git. C'est du YAML, donc je pense qu'en un prompt, il te recrée tout en amont. Donc là, pour l'instant, on fait ça en résumé, on fait ça parce que c'est plus pratique pour nous, plus rapide, plus flexible. Et si un jour, en fait, on a un cas d'usage, on voit que, en fait, ce serait bien d'avoir plus en amont pour servir plus de cas, on devra certainement migrer, mais je pense que ça sera pas très douloureux. Je pense que c'est important de noter également que Omni a une intégration du coup complètement native avec les semantic views, donc ce qui existe dans l'un peut être poussé dans l'autre, donc ça marche dans les deux sens. Il y a une autre Ok. question de Pierre. Comment tech et produits se répartissent les tâches au niveau de la couche sémantique? Par exemple, la documentation, la gouvernance, la modélisation. Par exemple, est-ce que vous avez des power users qui vont participer à la création de logiques métiers ou des choses comme ça? Eh bien, pour l'instant, on n'a pas d'équipe tech. Pour l'instant, on n'a pas d'équipe tech et donc, du coup, ça simplifie les choses. En fait, pourquoi on n'a pas d'équipe tech? Parce qu'on est sur Shopify, on a tout qui est managé. Donc là, on a des intégrateurs Shopify on a quelques développeurs Shopify qui sont externalisés, qu'on va bientôt internaliser. Mais en fait, en soi, on récupère le modèle de données de Shopify. Et donc,
Et donc, en fait, tous les modèles de données qu'on récupère, c'est des modèles de données de plateforme. Et donc, on n'a pas besoin de parler vraiment à d'autres équipes pour la sémantique. Donc, on n'a pas cette problématique pour l'instant. Donc, c'est un peu, on joue en mode facile. Ok. Euh, D'autres questions sur la couche sémantique? On va peut-être prendre ces deux questions et ensuite on passera aux prochaines slides si ça te va, Thibaut. Ouais. Euh, Question également sur la documentation des tables, colonnes dans la couche Mart, avec DBT Core, je suppose. Oui, Est-ce que DBT. tout se concentre au niveau des YAML? Tout se concentre au niveau des YAML. Dans les YAML, on fait référence à la doc. Et dans la doc, de base, on avait un gros fichier avec tous les champs documentés, sauf que le fichier commençait à devenir trop long. Donc là, on a splitté les fichiers par type, donc logistique, production, etc. Et, et voilà, et DBT y arrive tout seul. Et donc, oui, on s'impose d'avoir un nom de champ égal à une documentation. Et donc, ça nous impose de préfixer beaucoup pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Parce que, en fait, ça nous aide, nous, parce que si c'est pas ambigu pour nous, ça nous fait aller plus vite. Et surtout, ça aide l'IA, parce que par contre, on n'a pas encore parlé, mais ça va arriver. En fait, l'IA déteste l'ambiguïté. Donc, si on n'est pas ambigu et qu'on lui donne plein d'indices, il va y arriver tout seul. Il ou elle. Il y a une dernière question qui, je pense, fait une très bonne transition sur les prochaines slides, qui permet peut-être de récapituler un peu la valeur de cette couche sémantique. La question de Jean, c'est comment assurez-vous que les équipes métiers, marketing, finance, etc., et les équipes data partagent exactement les mêmes définitions des KPI, exemple, revenus, nombre de ventes en boutique versus offline, dans l'outil Omni? Là, du coup, c'est plus de l'humain. C'est nous qui devons aller voir les personnes. En fait, pour chacun des KPI, on a un owner du KPI. Et c'est cette personne métier qui doit décider de c'est quoi ce KPI. Pour donner un exemple, par exemple, c'est le paid marketing qui décide c'est quoi le cost of sales, qui est le montant dépensé divisé par les ventes nettes. Et s'ils avaient décidé autre chose, ça serait autre chose. C'est pas à nous, data, de décider de ça. Nous, on a juste à faire en sorte que ce soit partagé par tous et ensuite à l'implémenter. Donc, nous, ça nous va très bien de ne pas être responsable de ça et de gérer qui est responsable de chacun des KPI. Et après, s'il y a des incohérences et qu'une équipe enfin, si deux équipes utilisaient le même KPI, au final, il y en a une qui va devoir s'aligner sur l'autre parce qu'il y a tout le temps une équipe qui est censée avoir la vérité. Donc, sur tous les KPI financiers, c'est la finance. Et si d'autres équipes utilisaient des KPI financiers parce que ça intéresse tout le monde le chiffre d'affaires, ils doivent s'aligner sur la finance. Après, certes, par exemple, si on parle du chiffre d'affaires, il y a différents types de chiffre d'affaires qui sont intéressants. Il y a le chiffre d'affaires financier qui ne bouge jamais dans le passé, chiffre d'affaires opérationnel où on remet les remboursements au jour de la commande pour voir si au final c'était une bonne journée ou pas une bonne journée. Mais du coup, ça devient deux concepts différents, ça devient deux métriques différentes et ça rentre pas en conflit. Et du coup, on est good. Et du coup, là, dans cette slide, je parle d'AI contexte. Pour être honnête, on ne l'utilise pas encore. C'est un next step qui, bien sûr, comme le nom, comme le nom y fait penser, ça aide l'IA à mieux comprendre et à aller plus loin. Donc là, l'IA, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, mais avec tout ce qu'on vient de dire, on doit se dire que si on a réussi à découper tous les thèmes de questions qu'on pouvait poser en topic, qu'on a identifié le thème, qu'on sait quel modèle utiliser, parce que dans les topics, on sait quel modèle de données utiliser, on sait comment les modèles sont liés entre eux. Chacun des modèles, ils sont bien documentés en termes de table, en termes de champ. Est-ce qu'une IA pourrait pas facilement répondre aux questions? Et justement, si. Si, et c'est justement ce qu'a sorti, entre guillemets, assez récemment Omni, un bot qui justement se part de toutes ses fondations pour répondre aux questions. Pour être honnête avec vous, au début, j'étais un peu récalcitrant d'avoir une machine à bullshit de plus qui nous était proposée, mais force est de constater qu'en fait, ça fonctionne, et ça fonctionne grâce à tout ça. Je suis pas très fan de penser que c'est de la magie, on va mettre une IA et parce que c'est Fable 5, alors il va tout réussir tout seul. Mais avec tout le concept et toutes les fondations, j'avoue que intellectuellement,
je suis plus à même de comprendre et de pourquoi ça fonctionne, et j'ai un peu plus confiance. Et donc, du coup, ces nouveaux paradigmes, enfin, peut-être pas nouveau pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, qui commençait chez Pollen, parce que avant on n'avait pas mis en place ces choses. Donc, définition de sémantique layer et avoir une IA qui est capable de répondre aux questions sur nos modèles data, qu'est-ce que ça a changé pour l'entreprise et pour nous, équipe data? Déjà, pour l'entreprise, c'était la question qui a été posée en premier. Et surtout pour les utilisateurs non techniques, la feature bot IA, elle est vraiment game changer pour eux. Parce que avant, aussi beau soit l'outil de DataVis, en fait, c'est un outil qui est un peu trop geeky. Les gens attrapent des boutons quand ils cliquent quand ils voient des dashboards, quand ils cliquent sur un outil qui est un outil data, etc. Et surtout pour une personne non tech. Donc, à la base, l'adoption, on pensait l'avoir que pour les chefs d'équipe dont c'était le métier. Mais aujourd'hui, et on peut le monitorer avec Omni, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui posent plein de questions et on est assez content de ça. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas pour rien. Les questions fusent. Parce qu'il y avait toujours eu cette utopie que tout le monde allait réussir à faire ses dashboards lui-même, que tout le monde allait répondre à ses besoins. Je pense que grâce à cette feature, on est capable de faire cette utopie une réalité. Bon, je dis utopie, mais peut-être que certains d'entre vous avaient réussi à le mettre en place dans des entreprises, peut-être un peu plus tech, ou peut-être que vous êtes juste meilleur, je sais pas. Moi, j'avais jamais réussi en tout cas. Mais en tout cas, moi, ce que j'avais constaté auparavant, c'est que il y a plein de personnes de bonne volonté. Et il y avait tout le temps deux possibilités. Soit on lui dit, très bien, utilise nos modèles, tu vas voir, tu vas pouvoir réussir à faire tes visualisations toi-même ou avoir les données que tu veux. Donc, soit la personne, elle essaye et elle trouve pas le champ exact qu'elle a en tête, elle recherche, et n'y arrive pas, elle abandonne. Soit, en fait, on est vraiment complet, on a plein de champs différents et au final, la personne est perdue, il y a trop de choses et elle abandonne. Et en vrai, c'est assez humain. On fait tous pareil. Et je pense que quand j'arrive sur un outil et qu'en 3 clics, j'arrive pas à faire ce que je veux, bien évidemment, en tant que personne humble, je me remets pas en question. Je dis que l'outil est nul. Et les gens font pareil avec la data et c'est assez normal. Donc là, sur le screenshot, c'est une vraie question que j'ai posée dans le chatbot Omni, qui est même intégrable sur Slack. Je pense que c'est pas la feature qui était la plus dure à coder, le fait de l'intégrer sur Slack, mais au final, ça change énormément l'adoption chez nous, en tout cas. On peut directement, depuis Slack, qui est un produit qui fait moins peur que Omni, poser des questions. Et donc là, je vais me poser la question, pareil, très filtré sur le jour de mon anniversaire, sur un petit marché d'Espagne, juste sur online. Il a su répondre aux questions et je lui ai dit de rappeler les définitions. Il rappelle bien les définitions et pour une croissance en parole, c'est bien les bonnes définitions. Mais donc, du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est la mort du dashboard? Et je sais que c'est une pensée qui est un peu à la mode ces temps-ci. Moi, mon opinion personnelle, c'est que je pense pas. Parce qu'un dashboard, ça a plein d'avantages que n'a pas le bot Omni. Déjà, c'est rassurant. On va sur la même page tous les jours, on voit les mêmes chiffres qu'on a l'habitude de comparer, on voit tout de suite à l'œil si c'est normal, pas normal. Et en plus, ça s'affiche en moins de 5 secondes, alors que le bot Omni, à chaque fois, il doit chercher, etc., et générer les choses, ça prend 10-20 secondes. Et il faut itérer pour avoir différentes choses. Enfin, c'est deux use cases pour moi assez différents. Mais par contre, toutes les requêtes ad hoc qu'on avait à chaque fois que les gens s'intéressaient à la donnée, elles sont un peu amenées à disparaître et c'est un peu notre but de les faire amener à disparaître. C'est-à-dire qu'on n'aura plus de demande de tel nouveau produit est sorti, est-ce que tu peux me dire si c'était mieux que l'autre produit? Tu peux lui dire, pose exactement la même question en faisant un Atomni devant et il va te répondre. Et ça va fonctionner. Donc on n'aura plus d'opérationnel qui va nous prendre à chaque fois une demi-heure, 1 heure qui nous embêtait, voilà, tout simplement. Et donc, ça va nous permettre de nous concentrer à construire plus de choses nous. Donc, le dommage collatéral, c'est que ça résout également le deuxième écueil qu'on avait, c'est la prolifération de dashboards qui était en one-shot, mort, et qui faisait que notre outil DataVis devenait un cimetière. Mais du coup, nous, équipe data, qu'est-ce qu'on va devenir?
le métier, il a changé. Avant, on nous demandait de faire de la doc, c'était chiant. On le faisait à contre-cœur parce que sinon, les personnes en face de nous, elles pouvaient nous rétorquer, bah, ah, très bien, là, tous vos modèles, mais il n'y a pas de doc. Et sauf que nous, on travaillait en data, on a les chiffres. Une fois qu'on faisait la doc, on voyait très bien que personne ne la regardait. Et donc, on était très triste. Maintenant, quand on fait la doc, on est sûr qu'elle va être utilisée parce que au moins l'IA, elle va la lire et elle va l'utiliser. Et on voit qu'elle l'utilise plutôt bien et que ça l'aide. Donc, du coup, ça nous oblige à faire la doc là où on le faisait un peu en traînant des pieds, mais certainement parce qu'on n'y voyait pas de sens. Bon, en tout cas, bon, je parle pour moi, mais c'était un peu pour ça que j'aimais pas faire de la doc. Et donc, paradoxalement, je trouve qu'on a des outils qui font aller beaucoup plus vite. Je pense notre métier de développeur a un peu changé. On est tous un peu à minima AI assisted, qui sont des outils qui nous font aller plus vite. Mais au final, sur nos sujets à nous en data, je suis pas sûr qu'on aille vraiment plus vite. Je pense qu'on va juste plus loin qu'on allait avant. Parce que maintenant, on peut plus se contenter de finir un sujet à 80% parce que finir à 80%, on n'a pas plus de valeur qu'un LLM sur une question précise. Et justement, notre valeur ajoutée, c'est vraiment d'aller jusqu'au 100% pour pouvoir aller plus loin et pour que, en fait, on est un peu des aides d'IA. On devient un peu des aides d'IA. Le but, c'est d'aller à 100% pour que l'IA se perde de plus en plus loin, voire jamais dans l'absolu. Et donc, notre but, c'est vraiment d'être rigoureux, d'aller plus loin et de faire ces documentations soi-même, vraiment comprendre bien, bien, bien les sujets, comprendre les petites subtilités. Et la documentation, elle peut vraiment pas se permettre d'être floue. Donc, je sais pas si c'est une évidence ou si les gens pensent le contraire, mais je pense que la doc doit vraiment pas être générée par IA, sinon on n'apporte pas d'informations. Voilà. Et sinon, là, j'ai mis une belle phrase de conclusion parce que ça fait bien d'avoir une phrase de conclusion. Mais il y a aussi d'autres choses qu'il faut que je dise pour conclure. Que là, en fait, ce qu'on a mis en place, c'est un vrai travail de fourmi, d'avoir toutes ces fondations saines et que ça fonctionne. Et actuellement, chez Pollen, soyons réalistes, je pense qu'on doit répondre à seulement 10% des use cases des utilisateurs. Alors certes, on a commencé par les 10% les plus importants. On a pas non plus, on a été un peu pragmatique, mais ça reste de faible et ça reste un travail de longue haleine. Donc on a encore du travail et on a encore du travail pendant un sacré laps de temps. Surtout que ça peut aller très loin parce qu'en parallèle, là, ce dont on n'a pas parlé, c'est monitorer la performance de ces réponses. Parce que certes, c'est certes faire de la documentation, dire comment ça se join, faire les topics, etc. C'est une condition qui aide beaucoup à avoir des bonnes réponses. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas 100% de réponses correctes. Donc, être capable de mesurer ce taux de bonne réponse et optimiser cette métrique, ça, ça va devenir un challenge pour l'instant qu'on n'a pas taclé, qu'on va tacler parce que qu'on sert de plus en plus de personnes, il faut quand même s'assurer d'avoir un minimum de fausses réponses. Mais donc, pour l'instant, on est parti de manière assez pragmatique on essaye de remplir notre coffre avant de le sécuriser. Voilà, et je m'arrête là-dessus. Il y avait justement une question sur la supervision du chatbot, donc je pense que tu as plutôt bien Ouais. répondu. Peut-être juste pour rajouter à ça, donc Omni donne accès à toute la metadata et les analytics sur les questions qui sont posées par les utilisateurs, donc ce qui permet assez facilement déjà de voir les questions qui sont posées, quels sont les feedbacks, potentiellement là où l'IA a pu se tromper et mal interpréter la question. Donc il y a pas mal d'outils comme ça qui sont dans Omni qui permettent de superviser. Après, effectivement, je pense que comme l'a dit Thibaut, l'IA, c'est pas magique. C'est pas juste mettre une IA et tout va être 100% parfait pour tout le monde, pour tous les cas d'usage. Généralement, la majorité des entreprises vont faire ça au fur et à mesure. Un cas d'usage qui vont fiabiliser et ensuite, au fur et à mesure de l'utilisation, euh, voilà. L'important, c'est d'avoir les bons outils pour fiabiliser plutôt que d'avoir quelque chose de magique, entre guillemets. Il y a pas mal de questions dans le chat. Je vais juste prendre 15 secondes pour
pour féliciter Thibaut sur la présentation. C'était plein de métaphores, de blagues et compagnie. Donc c'est toujours appréciable. C'était un beau retour d'expérience. Euh, Merci, merci. il y avait donc une question de Joël. Avez-vous des demandes utilisateurs de transform... Avez-vous des demandes utilisateurs de transformation d'une demande chat ou one-shot en dashboard? Et comment y répondez-vous? Donc une personne qui va dans le chatbot Omni pose une question et dit bah, en fait finalement ce serait bien de l'industrialiser. Comment est-ce que vous répondez à ce type de cas d'usage? Ok, donc là, oui, là, il y a deux choses pour moi. Bah, déjà, il y a une feature Omni le chat peut être transformé en dashboard. Donc, il y a des charts, on peut le mettre en dashboard. Normalement, les personnes peuvent faire leur propre dashboard perso. Donc, en fait, on revient dans le paradigme qui existait avant de vérifier par la data, pas vérifier par la data. Là, en fait, comme on n'a pas encore tous les dashboards de pilotage pour tous les départements, il y a des demandes qui sont comme ça. Tout. En fait, on aimerait bien que tous les dashboards un peu one-shot comme ça, ils restent plus en privé et ça devienne du one-shot. Là, actuellement, on a des demandes qui sont comme ça. Et actuellement, là, ce qu'on fait, c'est qu'on les relie et qu'on essaye, en fait, de créer toutes les métriques qui permettent de créer ces dashboards-là. Parce qu'en fait, quand tu demandes à Omni, lui, il va prendre des petits raccourcis, il va se créer lui-même des métriques qui sont pas dans le modèle, qui sont juste dans le dashboard. Et en fait, si on a un dashboard de suivi, on aimerait bien que les métriques elles soient directement dans le modèle pour que quand on y fait référence plus tard, ça fonctionne at scale à long terme. Donc en fait, actuellement, on a des demandes comme ça et ça nous prend du temps pour le convertir en data compatible avec toutes les métriques qui ont été faites un peu one shot par le bot, les mettre en vraies métriques parce qu'en fait, on ne les avait pas encore travaillées. Là, on arrive en retard de phase, les gens voient que ça fonctionne, qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, donc ils poussent. Et là, on commence à se faire grignoter un peu et à constater qu'on est en retard. Tout à l'heure, tu avais parlé de 2 semaines pour la prise en main d'Omni. Je pense que c'était les 2 semaines que tu avais pour bien comprendre les topics et l'intérêt des topics. C'est Euh, ça. mais combien de temps ça vous a pris de migrer vos anciens dashboards principaux sur Power BI vers Omni? Alors, on n'a pas tout migré, on n'a pas tout fini de migrer. Donc, en fait, on est vraiment reparti de zéro. Donc là, pour monter toute la stack technique, il y avait zéro contrainte de migration et ensuite reconstruction de zéro de tout. Et là, en fait, on fait un travail de rapprochement pour pouvoir migrer petit à petit. Donc, on a une petite roadmap de migration suivant la priorité des différentes équipes entre retail, finance, etc. Et pour l'instant, là, on est dans une dualité de choses qui ont été éprouvées et qu'ils utilisent encore sur Power BI. Mais en fait, pour toutes les nouvelles choses, ils sont sur Omni. ils sont sur Omni. Et donc là, pour l'instant, de plus en plus, utilisent les deux. Le but à terme, c'est que de ne plus avoir cette dualité parce qu'elle n'a pas de sens. Ok. Donc, combien de temps ça nous a pris, c'est pas fini. Ouais, c'est souvent ce qu'on voit, c'est que généralement le but c'est pas de faire une migration un à un et juste de faire un lift and shift de l'existant. Généralement c'est l'opportunité de remettre un peu les choses à plat, de repenser un peu la bonne manière de faire les choses, de tous se mettre d'accord sur la bonne définition du bon KPI, la bonne définition du panier moyen, plutôt que de juste migrer l'existant et potentiellement migrer un peu tout et n'importe quoi. Oui, Donc, à chaque fois qu'il y a une migration, c'est toujours, ça a toujours été l'occasion de faire un petit cleaning en fait, qu'est-ce qui est vraiment utile pour vous. Et c'est le fameux deuxième écueil en fait, au final, il y a plein de dashboards qui servent à rien et qui ont été créés à l'époque et ça sert à rien de les migrer. Donc, on aura ce travail de migration dans les mois qui arrivent. ok, parfait. Il y avait une dernière question. Intégrez-vous également à Omni tout l'univers de données GA4, GA4, Ouais, euh, GA4. les canaux d'acquisition, etc. Là, pour l'instant, sur GA4, on récupère avec un de nos outils d'ingestion toutes les données de GA4 et on les retravaille. Et oui, donc on a des dashboards on a des dashboards qui sont beaucoup suivis par l'équipe Paid Marketing, qui sont d'ailleurs très power users de Omni Ouais. sur ces données-là. Ok, ok, ça marche.
Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. S'il y a des dernières questions, il reste 5 minutes si vraiment vous voulez poser une dernière question. Dans tous les cas, on partagera l'enregistrement de ce webinaire à tout le monde. Si des personnes ont des questions suite à cet événement, que ce soit lié à Omni ou lié à Pollen, n'hésitez pas à les poser disons à l'équipe Omni et ensuite on pourra les poser à Thibaut si besoin. Merci à tous en tout cas pour votre attention. Merci à tous d'avoir rejoint ce webinaire. À nouveau, merci Thibaut pour ta présentation, c'était vraiment top. Euh, Merci pour l'invitation. C'était une c'était, super expérience. merci à tous. Et voilà, si certains d'entre vous veulent rester quelques minutes de plus pour des dernières questions, on va rester jusqu'à 11 heures. Mais sinon, je vous laisse tous vous déconnecter au fur et à mesure si vous n'avez pas de questions.